à la dimension sociale ce que je vais appeler, pour résumer, la lutte contre le morcellement de la société. Alors, j'ai un petit doute, Philippe Barré, tu as jusqu'à quelle heure? Je ne sais plus ce que tu m'avais dit, pardonne-moi. Ah, c'est bon, j'ai réussi à décaler là et jusqu'à 13h, je pourrais être avec vous. D'accord, je te remercie, Philippe, pour Voilà. ta patience et ta présence. Cyril, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Cyril Isaac Sibyl. Alors, je pense qu'on a perdu Cyril un petit moment. Je voulais en être sûr pour organiser les choses. Je disais tout à l'heure, on traverse un contexte particulièrement difficile et où nous avons deux points de débat d'actualité sociétaux forts. L'un qui est lié, on le disait, à la crise sanitaire, avec une séparation des personnes, une séparation qui a été dite sociale pendant un temps. On dit physique pour éviter que ce soit social, mais la réalité, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de phénomènes territoriaux qui ont pu opposer des populations et mettre en exergue aussi les inégalités qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Et puis il y en a un deuxième, beaucoup plus euh, extrêmement dramatique. Nous avons un débat depuis quelque temps autour de la problématique des séparatismes qui est un débat national très important. Et nous avons malheureusement un contexte aussi particulièrement bien dramatique que nous soulignait dans une petite passe de réunion qu'on avait un peu plus tôt interne, notre ami Jean Williams Semeraro, suite à l'attentat dramatique qui a touché un enseignant hier qui a été décapité. Et je pense que ça nous touche tous sur la façon dont le morcellement de notre société, les oppositions, peut conduire une partie de les habitants de notre pays et autres dans des extrémités d'opposition absolument fortes et dramatiques. Siam, tu es toi-même enseignante, tu as été directrice d'école, tu es aujourd'hui adjointe, et je vais d'ailleurs représenter les différents intervenants à cette partie sociale, et je te céderai la parole juste après. Tu es adjointe au maire de Saint-Étienne et vice-présidente de Saint-Étienne Métropole à la cohésion sociale, politique de la ville, handicap, avec une délégation aussi sur la problématique de la laïcité. On aura Philippe Barré, donc, qui est maire de Saint-Hermine et conseiller régional des Pays de la Loire aussi, qui interviendra. Cyril Isaac Sibyl, qui est député, médecin, secrétaire de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et j'excuse, qui s'est excusée ce matin malheureusement, Salomé Berliou, qui est fondatrice de l'association Chemin d'avenir, essayiste et auteur du livre de nos campagnes suspendues, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute de nature familiale et de santé. Mais je dirais un petit mot sur ce qu'elle voulait nous présenter. Siam, dans ce contexte extrêmement particulier et lourd de sens et de symbolique, je pense que la notion de morcellement de notre société prend et des risques qui sont inhérents prend un sens tout particulier pour toi. Je te laisse la parole pour nous, nous évoquer ce qui te tient à cœur. Oui, merci François-Xavier. Bonjour à tous. Je suis heureuse de pouvoir participer à cette table ronde, même si j'ai des impératifs qui font que je ne pourrai pas rester jusqu'à 13 heures. Merci de me donner la parole. Moi, j'avais pensé hier, quand tu m'as proposé de participer à cette table ronde, avant-hier, pardon, parler effectivement dans le cadre du sujet qui nous réunit, parler d'abord de la question de nos politiques gérontologiques, puisque j'avais en charge également la question des personnes âgées sur le précédent mandat, et dire l'impérieuse nécessité que nous avions à avancer davantage sur la loi grand âge et la loi autonomie, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une extrême tension dans nos EHPAD, mais aussi dans d'autres établissements, les soins à domicile également. On a énormément de personnel qui sont en souffrance, on a des familles qui se questionnent et puis on a surtout des résidents ou des personnes âgées qui doivent être prises en charge de façon plus ambitieuse. Donc j'avais pensé aller sur cet axe. Alors Cyril
Isaac Sivil va certainement en parler puisqu'il est député et puis il est vice-président ou président de la commission des affaires sociales et donc ces questions aussi lui parlent. J'avais pensé également parler de la fracture qui est en train de s'installer et qui a été plus importante notamment pendant la crise sanitaire sur ces familles qui sont déjà très modestes et qui vont être de plus en plus précaires et qui vont avoir besoin qu'on les accompagne sur des nécessités alimentaires, sur des nécessités à être bien mieux logés. J'avais pensé aussi parler de tout ce qui était parcours emploi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagnait dès le plus jeune âge les enfants sur le choix de leur parcours professionnel de façon à éviter ce qui est en train de se passer aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui sortent du système scolaire sans savoir faire, sans qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire véritablement ou ont choisi des parcours qui aujourd'hui ne proposent absolument plus d'emploi et comment est-ce qu'on arrive à répondre à toutes ces entreprises qui pourtant sont à la recherche d'emploi. Ce qui s'est passé hier m'a considérablement bouleversée, m'a considérablement heurtée et j'ai donc préféré intervenir très rapidement sur ce sujet parce qu'il répond totalement à la question que tu poses et qui nous réunit, c'est-à-dire souffrance sociale, point d'interrogation. Alors, je t'avais demandé de changer le mot souffrance sociale par ambition sociale pour adopter un petit peu un champ lexical un petit peu plus optimiste dans cette période qui est un peu pessimiste et qui ne nous laisse pas entrevoir un horizon assez positif. Mais là, effectivement, on est dans une vraie souffrance sociale. Et à la question face au risque de morcellement de la société et au-delà de la crise sanitaire, quelle stratégie pour construire la confiance et concilier durablement les aspirations de nos territoires et de ceux qui y vivent? Eh bien, je peux vous dire que ce qui s'est passé hier est encore une atrocité, une abomination qui doit tous nous interpeller aujourd'hui. Hier, un enseignant d'histoire, donc pour le coup effectivement un collègue, puisque moi j'ai été professeur des écoles pendant plus de 15 ans, je me considère de toute façon toujours comme institutrice, hein, et c'est l'un des plus beaux métiers du monde effectivement. Donc hier, un collègue d'histoire, géographie et d'éducation morale et civique, il faut le dire, parce qu'un prof d'histoire enseigne aussi la géographie et enseigne l'éducation morale et civique, c'est-à-dire cette éducation civique dont on a tous participé quand on était enfant, a été tué, il a été assassiné, il a été décapité sur, j'ai envie de dire, l'autel de l'ignorance. Il a été tué parce que cet homme faisait tout simplement son travail. Et son travail, c'est l'un des plus beaux du monde, c'est-à-dire comment est-ce que moi, en tant que hussard de la République, qui parfois a du mal d'être reconnu, puisqu'aujourd'hui, on le dit, il y a une crise d'autorité énorme en France, pompiers, policiers, élus, enseignants, curés, on n'a plus du tout la même autorité que l'on avait avant. On est sans arrêt remis en cause. Et donc, cet homme, cet enseignant, cet hussard de la République, qui avait pour rôle d'enseigner, d'élever, d'éclairer, j'ai envie de dire, le citoyen par la transmission de la connaissance et du savoir, mais également et surtout, parce qu'à l'école, on ne fait pas ça. L'école, c'est d'abord garantir le développement de l'esprit critique, c'est-à-dire que parfois, on doit être obligé de choquer l'enfant par des séances pédagogiques où on va heurter finalement peut-être ce qu'il est convaincu, ce dont il est convaincu, ce qu'il sait, ou ce que parfois on lui a enseigné à la maison, pour l'amener à débattre et peut-être à re-questionner ce dont il est convaincu. Et c'est par le débat et par la transmission du savoir que là, il aura la possibilité de mieux comprendre et ensuite de choisir. Cet enseignant a tout fait pour apporter ce qu'on appelle la liberté de conscience et la liberté d'expression. Et il a été assassiné et décapité. Alors moi, j'ai entendu les différents discours. Il y a des choses que je partage, des choses que je partage un petit peu moins. Il y avait des discours aussi antécédents, celui du séparatisme. Alors moi, j'aime pas du tout le terme séparatisme, parce que déjà, effectivement, bon, alors il l'a renommé Vivre ensemble, ok, pas de souci, mais il y avait déjà des discours de politique, mais aussi d'associations ou d'autres entités
qui demandait à ce qu'on mette le paquet sur tout ce qui était sécurité et judiciaire. Bien évidemment qu'il faut effectivement qu'on se re-questionne sur la sécurité, sur les moyens de la police, sur le judiciaire. Mais moi, j'aurais aimé davantage qu'on mette le paquet sur l'éducation, qu'on mette le paquet sur la prévention, qu'on mette le paquet sur le soutien à la parentalité. Et donc, très concrètement, aujourd'hui, il va falloir qu'on impulse une nouvelle stratégie, moi je crois, hein, et qu'on se re-questionne sur l'ensemble de nos paradigmes, de nos paradigmes sur 3 sujets. Le premier, c'est la question de l'éducation à l'école. Comment est-ce qu'on arrive à soutenir nos enseignants pour qu'ils puissent enseigner finalement ce programme de façon sereine et de façon apaisée? Comment est-ce qu'on arrive aussi, parce que l'éducation, c'est un temps qui se veut obligatoire pour tous les enfants, mais il n'y a pas que le temps scolaire, il y a aussi le temps périscolaire, qui est un temps qui n'est pas obligatoire. C'est comment est-ce que j'arrive finalement à concilier ces 2 temps, l'éducation nationale, l'éducation populaire, pour permettre à apporter les bonnes valeurs à tous ces enfants pour qu'ils deviennent des bons citoyens. La deuxième, c'est la question de la mixité sociale. Il y a des établissements qui n'ont aucune mixité sociale. Pourquoi? Mais parce qu'aussi, il faut réfléchir sur l'ensemble d'un quartier. Donc la politique de la ville, on y a injecté des milliards depuis de nombreuses années. Depuis les années 1960-1970, on injecte des milliards pour réduire les inégalités qui sont au sein de ces quartiers. Et encore aujourd'hui, on le fait, on est dans le cadre d'un nouveau contrat de ville dans l'ANRU 2, on injecte des milliards pour réduire les inégalités, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être on n'a pas été assez ambitieux sur la question du social et sur la question de finalement ces quartiers où on a, alors je ne dirais pas le mot parquet, mais on a mis ensemble des communautés qui rencontrent des difficultés sociales importantes et qui ne partagent pas forcément les valeurs de la République. Et ça, il va falloir véritablement qu'on mette un gros coup de pied là-dedans et qu'on puisse véritablement le repenser en étant bien plus ambitieux, en repensant, en reconstituant peut-être des nouveaux quartiers, des nouveaux espaces où on va avoir la possibilité de repenser ce que certains appellent la politique de peuplement. Et puis, la dernière chose qui, je suis convaincue, va augmenter et a certainement augmenté pendant le temps du Covid, c'est la question de la régularisation de comment est-ce qu'on régule davantage les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un nouveau tribunal populaire où tout ce qui est écrit, c'est foi. Et donc, avant de prendre du recul, on partage, on soutient, et ensuite, on arrive à ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui, avant de croire en la parole de l'enseignant, vont croire à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, vont faire une vérité et vont finalement se baser sur les réseaux sociaux pour être éduqués. Donc, je crois que c'est ces 3 axes sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Il va falloir vraiment qu'on revoie ensemble comment est-ce qu'on transmet finalement ces valeurs de la République, comment est-ce qu'on transmet cette valeur de la laïcité qui est une valeur qui vise à dire à tout le monde que vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Moi, sincèrement, je le dis, je suis véritablement inquiète. Et il va falloir que tous ensemble, on puisse finalement réfléchir à des politiques qui se veulent complémentaires pour repenser véritablement l'éducation. Il y avait une phrase de Jean Jaurès qui aujourd'hui, avec ce qui se passe, me parle énormément, c'est si nous ne voulons pas que la violence aveugle, abominable, d'autant plus abominable qu'elle jette parfois au crime des hommes, se mêle aux revendications sociales du peuple, il faut développer l'enseignement laïque, seule voie ouverte au progrès pacifique. Et Hugo disait aussi, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, l'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Donc je crois qu'il ne faut plus qu'on ait cette peur, il faut vraiment
on puisse soutenir l'ensemble du corps enseignant, l'ensemble de l'éducation populaire. Il faut qu'on repense nos politiques de la ville, nos politiques aussi de cohésion sociale, pour permettre à ce que finalement cette société en fait fasse corps, fasse bloc à ceux qui cherchent à nous diviser. Merci Siam pour cette intervention assez forte et effectivement, tu disais au début de ton intervention, moi je me reconnais pleinement dans l'intervention que tu viens de faire et sur ton malaise par rapport au terme séparatisme. Et c'est vrai que dans le titre de cette table, j'avais plutôt préféré dire comment nous, en termes de ligne, on peut porter un projet de réconciliation malgré le contexte différent. Et je rejoins ton propos sur l'importance de la dimension éducation et insertion. Je donne bien les deux. Il est d'ailleurs, on est tous les deux, on a ce point commun d'être des élus de territoires comprenant un certain nombre de quartiers en politique de la ville et populaire. Or, on constate, je le constate en tout cas sur mon territoire, que souvent les cibles des complotismes et des extrémistes pour amener un certain nombre de jeunes vers la violence, c'est souvent c'est les jeunes qui sont les moins éduqués, qui sont les plus éloignés, qui ont parfois intériorisé, de façon justifiée ou non, mais qui ressentent un sentiment d'être exclus du champ d'action de la République et qu'on doit se battre en tout temps pour qu'aucun jeune, aucun membre de notre société, quel qu'il soit, se sente exclu de cette action solidaire de la République qui doit construire sa vocation une et indivisible, mais du coup, on doit affirmer en permanence l'impératif de réaffirmer ces piliers de la République. Et je pense qu'il y a des missions nouvelles de la République qui doit. Là, je m'entends en. Bon, c'est bon. Il y avait un petit écho. Et je crois d'ailleurs, sur le dernier aspect que tu as développé, qu'il y a une mission nouvelle qui est affectée à l'éducation, c'est celle de développer l'esprit critique de nos jeunes. Et quand je dis esprit critique, c'est la capacité à valider ou pas une information, quelle qu'elle soit, la recouper pour pouvoir la valider. Et ça a un impact sur des sujets sociétaux, et comme tu viens de les citer, je le dis, ça a y compris un impact professionnel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément opposer les choses, parce que c'est aussi comment on forme nos jeunes demain à être dans une capacité d'auto-formation, d'orientation tout au long de la vie dans leur métier, que de pouvoir leur permettre aussi de savoir vérifier des données, de savoir les valider, de savoir exercer leur esprit critique, parce qu'en réalité, plus que jamais, on a besoin de faire émerger une société de jeunes qui ont des socles bien affirmés, des fondamentaux bien construits, mais aussi une capacité à être critique par rapport à ce qu'un entourage ou des contenus qui font le buzz peuvent contenir de réalité ou de tentatives de manipulation. Je vais céder tout de suite la parole à Cyril Isaac-Sibyl avant de revenir sur ces sujets éducatifs aussi avec Philippe tout à l'heure, mais Cyril, comme je sais que tu as un agenda aussi bien pris, Cyril, qui est secrétaire des Affaires sociales et qui sans doute voudra réagir aussi sur cet aspect-là, secrétaire de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui a beaucoup travaillé. Je salue d'ailleurs le travail qu'il a fait sur les problématiques de dépendance qui sont aussi dans l'évolution aussi de nos modèles familiaux, avec y compris une distanciation familiale qui se crée, une charge financière pour l'État qui est toujours plus conséquente. Et tu as fait un travail sur le sujet, je tiens à le dire ici, absolument formidable à l'Assemblée nationale. Et je voulais le souligner avant de te céder la parole. Tu as aussi beaucoup travaillé sur la problématique des désertifications médicales et des différentes façons d'accompagner les relations des personnes en situation de dépendance avec le reste de la société. Je te laisse peut-être la parole sur ce sujet vague, mais je pense que tu voudras faire un certain nombre d'incises étant donné le contexte et les interventions préalables. Merci Fix. Bonjour à tous. La Haute-Loire doit être le centre de gravité du MoDem, dans le sens où là je suis en route vers la Haute-Loire. J'ai vu que Pierre était aux Estables, moi je rejoins le Chambon-Sauvignon. Donc je suis en voiture, j'espère que la communication est bonne grâce à la technique. Je ne serai pas très long. Pour moi, donc au niveau du social, moi j'ai toujours 4 points cardinaux. Premièrement, c'est la santé. Deuxièmement, c'est l'enseignement, l'éducation. Troisième chose, c'est l'emploi. Et quatrième, c'est le logement.
pour moi c'est les 4 points cardinaux du social. Alors, le champ est vaste. Moi, donc, effectivement, à l'Assemblée, moi, je travaille plus effectivement au niveau de l'éducation et de la santé, dans le sens où mon fil rouge, c'est la prévention, c'est la santé publique, et donc c'est l'éducation à la santé. Donc, pour moi, enfin, comme vous savez, effectivement, le nombre de maladies chroniques augmente de manière très forte, et la seule solution pour ne pas bloquer notre système de sécurité sociale, c'est faire en amont, l'éducation à la santé et de la prévention. Pour faire l'analyse tel que je le vois à l'Assemblée, c'est intéressant dans le sens où au niveau de la commission sociale, maintenant on jongle avec les milliards. 132 milliards, 47 milliards. Là, cette semaine, la semaine prochaine, on vote le PLFSS. Les milliards pleuvent. Tout ça pour dire qu'on était quand même un État très social. Et en fait, je pense que, je ne sais pas si depuis les soviets, s'il y a un État aussi social. Il faut bien, dans le sens où depuis 6 mois, c'est les prises, et ça, on a une chance assez extraordinaire. Mais on s'est quelque part transformé. Je me souviens effectivement, Édouard Philippe qui me disait il y a 6 mois, moi j'ai 3 priorités. Alors, on a une petite coupure, Cyril. On a perdu le son. Alors, Cyril, on a eu une petite coupure là. On t'entend par intermittence. Tu m'entends, Cyril? C'est Cyril? la dette. Cyril. Attendez. En fait, on a perdu le son là, Cyril. Voilà, on a perdu le son pendant 15-20 secondes. Tu m'entends là ou pas? On te réentend mieux. Là, c'est bon, on t'entend. Tu peux y aller. Bon. Impeccable. Nickel. Oui, donc je disais qu'évidemment qu'on était dans un État très social. Édouard Philippe, les propos d'Édouard Philippe il y a 6 mois, il me disait il y a 3 priorités, c'est la dette, baisser le budget, baisser les impôts. Maintenant, on est dans un autre monde. Et donc, quelque part, la France est assez chanceuse dans le sens où on finance un maximum de choses. Il faut se rendre compte et qu'on fasse passer à nos concitoyens le fait de la chance dans laquelle on est, où l'État, effectivement, a rendu public les salaires, puis finance de manière assez extraordinaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, ce que je vois poindre, c'est actuellement, et c'est tout le débat par rapport effectivement à la crise sanitaire et par rapport aux enjeux de société qu'on a, et notamment par rapport à son vieillissement, c'est quelles sont les solidarités qu'il y a entre les générations. Entre guillemets, notre génération, donc moi j'ai 60 ans, donc je le dis, notre génération est assez bénie dans le sens où on n'a pas connu de guerre, on a bouffé un peu la planète et on a fait des dettes. Maintenant, effectivement, on devient majoritaire par rapport aux jeunes, et c'est vrai que c'est les jeunes qui vont avoir cette responsabilité dans le futur, quelque part, de redresser notre pays et de payer la dette. Donc, et en même temps, et c'est là où ça c'est intéressant dans le sens où, bon, nous on est assez fiers, moi je suis le premier à avoir posé l'amendement pour créer la 5e branche de la sécurité sociale concernant l'autonomie et la prise en charge donc, de la dépendance. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a une espèce de bascule maintenant, et c'est une bascule démographique où on se rend compte, et c'est très bien, dans le sens où il faut qu'une société prenne en charge ses aînés. Mais ce que je crains, c'est que il y a cette bascule vis-à-vis des anciens, et tout ça, ça se fasse au détriment des jeunes, alors que l'avenir et l'investissement doivent se faire au niveau des jeunes. Donc moi, quelque part, au niveau de l'Assemblée, c'est ce qui me marque. Donc je ne serai pas beaucoup plus long. Je vous dis les 4 points, c'est santé, éducation, emploi, logement. Effectivement, chaque fois, on travaille là-dessus. Et deuxième chose, un pays qui est très généreux, avec malheureusement, c'est pas malheureusement, on le constate, un basculement vers une démographie plus âgée et une réflexion qu'on doit avoir pour rééquilibrer les choses vis-à-vis de la jeunesse. Merci à vous. Merci à toi, Cyril, pour cette prise d'intervention qui est à la fois compacte et dense et tout à fait intéressante. J'évoquais tout à l'heure, et je te remercie d'ailleurs du point que tu as souligné sur la nécessité aussi dans la réconciliation d'être dans une démarche
de réconciliation des aspirations des générations. C'est vrai que parfois, et souvent on le voit d'ailleurs dans les temps électoraux, il peut y avoir des difficultés, des appréhensions. Ça a été le cas aussi, par exemple, dans le temps du débat sur les retraites et parfois une difficulté auquel on peut se confronter quand on évoque les problématiques de dette, d'ailleurs, d'avoir parfois des tentations à opposer les générations et leurs aspirations légitimes les unes contre les autres. Là encore, je pense qu'il faut qu'on arrive sur notre territoire à porter des projets de réconciliation parce que finalement, et tu le disais sur la question de financement de la sécurité sociale, par exemple, sans solidarité, on ne peut pas, et sans financement partagé, on ne peut pas porter de cohésion sociale dans le pays. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Je vais passer la parole à Philippe Barré. Alors Philippe, je te remercie et comme Anthony, tu es une de ces jeunes figures montantes du mouvement démocrate qui monte en responsabilité. Tu as été élu au Conseil régional des Pays de la Loire en 2015. Tu as été récemment élu maire de Saint-Hermine. Tu es aussi un professeur d'histoire-géographie. Et donc, je sais que ce te touche bien entendu au premier chef. Et au sein du Conseil régional des Pays de la Loire, tu as entrepris un travail assez important sur la problématique du décrochage scolaire et notamment de comment, pendant la période du confinement en particulier, mais au-delà, la fracture numérique et la fracture territoriale pouvaient prendre un champ de résonance particulier et qui nécessitait d'être abordé avec les spécificités de chaque territoire. Et je pense qu'on a beaucoup à en apprendre aussi sur notre territoire. Donc, je te remercie en tout cas d'être avec nous ce matin et je te cède tout de suite la parole. Déjà, bonjour à tous. Je te remercie, François-Xavier, de cette invitation. Vous m'entendez bien? Ça va? On t'entend très bien. Bon, parfait. Donc, je vais essayer l'exercice là en 5 minutes de répondre à toutes ces problématiques. Je voulais quand même intervenir là en tant qu'enseignant d'histoire-géographie par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc, comme l'a justement dit Siam, on est aussi professeur d'EMC, d'éducation morale et civique. Et pas plus tard que la semaine dernière, je voyais la question de laïcité avec mes élèves de seconde. Alors, ça va parce que je suis dans un établissement calme, donc c'est des questions que je peux aborder. Sauf que lorsque vous mettez les pieds dans le plat, quand vous abordez l'affaire Dreyfus, ça va. Quand vous commencez à aborder les questions du voile et sortir des caricatures, là, on peut avoir la parole des élèves qui se libèrent. Et là, on voit assez rapidement des élèves pour qui les parents parfois votent extrême droite. Et l'extrême droite est quand même présente aussi en milieu rural. Donc, il y a tout ce travail de pédagogie à faire. Et je pense honnêtement que, alors ça c'est une conviction personnelle, je pense que ce pays a un problème avec les religions. Parce que si on regarde sur un temps long, on a eu les guerres de religion entre protestants et catholiques, on a eu le droit à l'édit de Nantes, 1598. On a eu l'affaire Dreyfus, où ça a quand même été assez sérieux pour la République. Ça a abouti à la loi de séparation des églises et de l'État pour pacifier finalement ce pays. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec des problématiques encore avec les questions religieuses. Et je le regrette vivement. Hein. Je trouve qu'en fait, cette question de la laïcité, c'est quelque chose qui est abandonné finalement par les partis politiques de gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls qui en parlent, et pas avec des bons objectifs, c'est l'extrême droite. Et c'est comme c'est un sujet brûlant à chaque fois qu'on parle des sujets de religion. À chaque fois, on se fait soit taxer d'extrémistes, de fachos, de je ne sais quoi, ou de sympathie avec les islamistes ou je ne sais quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que le problème de fond, il est là. C'est qu'on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à dialoguer dans ce pays par rapport à ces questions, de religion. Parce que certes, il y a l'émotion à chaque fois qu'il y a un drame. Mais là, je suis complètement d'accord, les forces de police, la sécurité, c'est très bien, mais ça ne règle pas le problème de fond.
Le problème de fond, c'est le cadre. Et le cadre, on n'y arrivera qu'à partir du moment où les élus, les associations pourront discuter véritablement de ce sujet et mettre les pieds dans le plat. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est clairement impossible. J'ose même pas imaginer une émission juste sur la laïcité sur une chaîne publique aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'au bout de 15 minutes, ça se finit en pugilat, clairement. Et j'en reviens aussi à l'intervention d'Anthony tout au début. Donc, il a parlé des départements en 1790. Et je pense qu'on pouvait ajouter la loi du 14 décembre 1789 avec la commune. Alors, ça peut paraître anecdotique parce qu'on peut dire qu'elles prennent la place des paroisses, mais il y a eu un débat de fond à l'époque à l'Assemblée constituante. Il y a eu un débat entre des personnes comme Mirabeau et Condorcet. Et vous allez voir le lien après avec le social. Vous aviez des gens comme Mirabeau qui étaient attachés finalement à avoir un morcellement comme on a aujourd'hui en France, hein. Donc pour arriver finalement à 44 communes. Puis vous aviez des gens comme Condorcet qui voulaient des communes beaucoup plus grosses pour arriver à peu près à 6500 communes. Et finalement, l'Assemblée constituante a décidé que ça allait être des communes assez petites. Hein, je rappelle, un tiers des communes de l'Union européenne, ce sont des communes françaises. Et c'est important parce que finalement, toute notre société contemporaine, elle s'est construite sur cette cellule de base de la République. Et quand je vois les réformes territoriales depuis plusieurs décennies, ça m'interroge un petit peu parce qu'on enlève certains pouvoirs à la commune, alors peut-être à plus ou moins juste titre. On parle des communes nouvelles, mais il ne faut pas oublier quand même la commune. Si vous enlevez des pouvoirs à la commune, si vous enlevez des services publics dans les communes, derrière, ça peut quand même conduire à une sorte de délitement finalement de la société. Tout à l'heure, on parlait de morcellement de la société. Et je pense que le morcellement de la société, il est peut-être un peu lié au fait qu'on oublie un petit peu trop finalement la commune. Et dernier point quand même sur le plan éducatif avant d'aborder le décrochage, ça fait 17 ans que j'enseigne. Et le problème, c'est qu'il faudrait laisser le temps aux enseignants d'enseigner. Depuis 17 ans, là, je suis rendu à ma 3e ou 4e réforme, là, les programmes d'histoire-géographie, ils ne font qu'augmenter. C'est juste impossible. On ne peut pas se poser avec les élèves. Et je le dis d'autant plus, et enfin, vous le savez, hein, ceux qui me connaissent, j'ai la parole un petit peu libre. Même la dernière réforme, les derniers programmes, je suis désolé, c'est comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des chapitres qui sont, mais c'est juste impossible. Moi, je ne sais pas faire la Première Guerre mondiale en 4 heures. C'est pas possible. La Révolution française en 6 heures, quelque chose d'aussi important pour notre société, moi, je ne sais pas faire. Alors, ce que je fais, c'est que je ne le fais pas comme ça. Je le fais d'une manière un peu plus longue. Tant pis. Mais ça, c'est un vrai problème de fond. Et ça, ce n'est pas des choses compliquées. Sauf qu'il faut aussi à un moment donné qu'on écoute la base. Qu'on écoute la base. Là, c'est peut-être un peu démagogique, mais je vais prendre juste une anecdote. La première fois où j'étais confronté à des changements de programme, on demande l'avis aux enseignants. Donc moi, naïf, j'ai répondu, j'ai fait mes remarques. Et j'ai vu quelques mois plus tard le programme exactement identique à la virgule près. Et donc voilà, tout est dit à travers cela. Donc je vais revenir à la question du décrochage parce que j'ai vu qu'il y avait aussi la question de la stratégie. Donc j'ai essayé de… Juste intervenir parce que c'est très intéressant ce que tu dis, Philippe, et c'est vrai qu'effectivement le décrochage aussi, mais compte tenu du sujet d'actualité, moi je suis vraiment contente de découvrir Philippe Barret parce que je le connaissais absolument pas. J'entends qu'il est maire d'une commune et qu'il est prof d'histoire et donc de géo et de MC. J'en suis extrêmement ravie. Au collège, les professeurs des écoles sont des professeurs qui doivent enseigner toutes les disciplines. Et un professeur d'école, pour le coup, fait de la littérature, fait de l'histoire des arts, fait de la musique, fait des mathématiques, fait de l'histoire, de la géo, l'instruction civique, et à l'enfant sur 6 heures. Et donc, c'est vrai qu'il a cette capacité ou cette chance de pouvoir réfléchir finalement à des séquences complètes pour justement développer l'esprit critique. Ce que tu disais, François-Xavier, tout à l'heure, juste pour alors pas te corriger, mais préciser, tu as dit les enseignants ont une nouvelle mission qui est le développement de l'esprit critique. Non, ça a toujours été la mission première d'un enseignant et notamment quand il y a eu l'école obligatoire gratuite et laïque en 1881 avec Jules Ferry. Ça a été renforcé en 1850, ça l'a été en 1905. Et aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec ce que dit Philippe Barret. On a un véritable problème aujourd'hui en France depuis des décennies, depuis des siècles. Et aujourd'hui, on n'arrive toujours pas, alors que c'est un constat qui date, de résoudre ce problème. Et plus on avance dans le temps, et
et plus j'ai le sentiment que ce problème s'exacerbe. Mais je crois, parce que la laïcité, il faut bien l'entendre, aujourd'hui, tu as raison de dire que l'extrême droite le récupère et que nous, on a énormément de mal à en parler. On est extrêmement mal à l'aise parce que aujourd'hui, la laïcité est utilisée plus comme une arme plutôt qu'un bouclier. La laïcité protège, la laïcité préserve, la laïcité permet justement à ce que tout le monde, quelles que soient ses différences, quelle que soit son origine, quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa philosophie, que tout le monde se respecte et qu'on soit en capacité de vivre tous ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les débats, alors peut-être que c'est volontaire ou involontaire, moi je dirais plutôt que c'est volontaire et que ça s'entretient. Je crois que dans les débats, tant portés par le politique que parfois par les médias, et surtout notamment ensuite qui se répercutent sur les réseaux sociaux, ou sur les réseaux sociaux, on n'a aucun enseignant, donc pour réguler et pour faire de la pédagogie, je crois qu'effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, où l'émotion est d'abord convoquée avant la raison. Et surtout, le gros problème, c'est qu'en France, on a une véritable incompréhension de ce qu'est la laïcité. Tout le monde en parle sans forcément savoir finalement ce qu'est la laïcité. Et je crois que notre rôle en tant qu'élu, je crois que notre rôle aussi en tant qu'enseignant, je crois que notre rôle en tant qu'institution, en tant qu'association, en tant que tout ce que vous voulez, en tant que citoyen lambda, on doit d'abord faire ce travail de pédagogie pour expliquer ce qu'est la France depuis des décennies, ce qu'est la France depuis des siècles, et que ce qui est en train de se vivre actuellement, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis même, on va dire, Clovis, voire même bien avant, déjà. Sous l'Antiquité, déjà, on parlait de ce problème, justement, de l'intervention du clergé dans la construction de la pensée, de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. Et donc, moi, je crois beaucoup au travail qui doit être fait derrière. Merci beaucoup pour ton témoignage, Philippe Barré. Je crois que seul, on ne pourra pas y parvenir. Je crois que toutes les institutions, on va devoir se remettre autour d'une table. Tu l'as dit, je crois que c'est en 2005, tu as fait référence certainement en 2005, quand Xavier Darcos avait conscience de cette problématique. Xavier Darcos a lancé un grand chantier, c'était la volonté de refonder l'école, la refondation de l'école, parce qu'on avait déjà conscience de ces grosses problématiques. Et on a mis sur la table quelque chose qui a fait débat, qui a suscité l'émotion, c'est l'enseignement du fait religieux à l'école par des enseignants. Il y a eu un débat pendant des semaines qui était extrêmement intéressant, et on a laissé tomber ce débat parce qu'il y a eu une influence extrêmement importante, effectivement, de certaines sphères ou entités religieuses, mais aussi sur le plan institutionnel, mais surtout parce qu'on avait du mal à se dire il va falloir qu'on forme des enseignants pour enseigner au mieux le fait religieux, et que là, on risquait de ne pas avoir la main, et qu'on risquait de heurter la conscience des parents, parce que les parents, eux, ne sont pas censés enseigner le fait religieux, enseignent la religion s'ils le souhaitent, mais il faut que l'école soit en capacité d'enseigner le fait religieux pour lutter contre cette ignorance qui entraîne de l'intolérance et qui entraîne finalement la haine. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je suis désolée de t'avoir coupé. Siam, tu as bien fait, et je vais te dire, tu as y compris bien fait de me corriger, parce que j'adhère complètement à ce que tu disais. Ce que je voulais dire tout à l'heure était, d'ailleurs, je crois avoir dit enseignement, pas enseignant, mais c'était dans l'idée qu'il y a des faits nouveaux, notamment sur l'avènement de la société numérisée, qui nécessitent de renforcer le développement de l'esprit critique. Mais tu as tout à fait raison de m'avoir corrigé dans mes dérapages, et c'est aussi ça. D'ailleurs, Philippe, tu t'excusais tout à l'heure d'être quelqu'un qui a une parole libre. Le Modem est un parti d'esprit libre, et c'est bien ça qui nous va très bien, et que je trouve toujours très enrichissant. Je te recède la parole pour reprendre le fil de ton propos, et merci Siam pour les tiens. Donc du coup, je voulais plus aborder la question du décrochage, donc en tant qu'élu régional, donc comme chargé donc du décrochage scolaire, maire d'un bourg rural aussi de 3000 habitants, parce qu'on se retrouve quand on est élu local face à des jeunes finalement qui sont hors société, malheureusement, à qui il faut tendre finalement la main, et puis en tant qu'enseignant en histoire-géographie en lycée. C'est-à-dire que finalement, cette question du décrochage, je l'ai vue au cours de vie d'enseignant de différents biais, quoi. À la fois derrière les élèves, en tant qu'élu, et maintenant en tant que maire. Et je pense finalement que la fracture d'un individu vis-à-vis de la société qui l'entoure, sa mise à l'écart
social se joue avant tout à l'école. D'où l'importance des politiques qui permettent aux jeunes décrocheurs, alors j'aime pas trop ce mot, mais bon, en même temps, il faut appeler un chat, de retrouver leur voie, ce qui va faire l'objet donc de mon intervention. Et la question qui se pose quand on est élu, avec comme délégation de décrochage scolaire, d'autant plus dans une période aussi compliquée que celle que nous traversons, c'est concrètement combien de décrocheurs, combien de décrocheuses sur mon territoire, combien de jeunes en situation de grande difficulté scolaire et qui laissent craindre un décrochage. Alors derrière cette question qui est relativement simple, se cache finalement une réalité complexe. On a des réalités diverses qui conduisent à des réponses différentes en fonction des situations pour ces jeunes entre 16 et 25 ans. À chaque décrocheur, je serais tenté de dire sa solution. Le décrochage scolaire ne peut pas être abordé de manière unique, universelle, c'est un processus multifactoriel qui appelle une intervention coordonnée de l'ensemble des partenaires dans leur champ de compétences respectifs. Problème qui arrive trop souvent lorsqu'on est face à un décrocheur ou qu'on repère un invisible. Ce qui m'a souvent frappé, c'est le désarroi d'un certain nombre de jeunes, de parents, qui ne savent pas vers qui se tourner malgré le nombre important d'acteurs autour du décrochage scolaire. C'est particulièrement le cas depuis quelques temps en milieu rural, avec la disparition, donc là c'est pareil, c'est assez récent et je le regrette vivement, de nombreux CIO qui étaient globalement identifiés par les jeunes. Aujourd'hui, la seule porte d'entrée pour beaucoup de décrochés sur mon territoire du Sud Vendée, en milieu rural, c'est la mission locale. Encore faut-il que les jeunes la connaissent. Je ne parle même pas des questions de mobilité. Partant de ce constat, l'une des forces, à mon sens, des Pays de la Loire, c'est le rôle central des PSAD, donc les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, qui fonctionnent très bien, en fait, finalement, au sein de la région Pays de la Loire. Et pour renforcer ce rôle des PSAD, donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais j'ai voulu que chaque animateur de PSAD, en général, c'est des directeurs de CIO, soit accompagné d'assistants de PSAD. Donc, on a recruté 6 assistants de PSAD pour les accompagner en fait dans leur gestion au quotidien de ces décrocheurs. Pourquoi? Parce que finalement, il faut vraiment réussir la premier contact qu'on va avoir finalement entre la PSAD et les jeunes ou les parents. Parce que si ce premier contact ne fonctionne pas, derrière, là pour le coup, ils peuvent être complètement perdus. Et du coup, dans la région, les PSAD repèrent et aiguillent à peu près entre 3000 et 3500 jeunes par an. Donc, grâce à une animation efficace sur les territoires impulsée par les PSAD, donc des jeunes sont signalés à la PSAD par les partenaires locaux. Alors, c'est qui les partenaires locaux? C'est les établissements scolaires, c'est les CFA, c'est les missions locales, c'est les CIO, c'est les MLDS, donc au sein des établissements scolaires, c'est la PJJ, etc., etc. Et au cours de l'année scolaire 2019-2020, on a plus de 3000 jeunes qui ont été aiguillés par les PSAD, donc 40% vers les missions locales et 30% vers un accompagnement visant le retour en formation initiale. Donc les missions de lutte contre le décrochage scolaire, les fameuses MLDS au sein des lycées, et les MIGEC. Je le dis parce que quand on essaye de mener des politiques territoriales, enfin en tout cas c'est le cas sur ma région, c'est que souvent il peut y avoir une espèce de petite concurrence qui peut y avoir entre les CIO et les missions locales parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même champ de compétences. C'est toujours cette crainte finalement qu'on aille manger sur le domaine de l'autre. Et donc l'idée là, c'est vraiment de faire en sorte, c'est comme ça que je conçois finalement la collectivité, c'est de permettre d'être un facilitateur. Moi, je n'ai pas la technicité sur tout. L'objectif, c'est de créer les conditions pour qu'on y arrive. Et finalement, je pense que ça, c'est valable pour le décrochage, mais c'est valable pour tout. On n'a pas besoin, quand on est élu, d'être un spécialiste de toutes les thématiques. Mais il faut créer les conditions pour finalement arriver au but, à l'objectif. L'élu, il est là pour fixer des objectifs et de s'y tenir et de voir finalement comment on y arrive. Alors, du coup, il y a eu la période du Covid. Et donc là, par rapport au nombre de décrocheurs, c'est ma question initiale, on a demandé au chef d'établissement de procéder à des enquêtes pour identifier ces jeunes. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Les chiffres sont toujours en cours de consolidation. Mais pour limiter dès la rentrée le risque de décrochage, on a lancé un appel à projet Actions innovantes pour les jeunes en difficulté dans leur établissement pour soutenir les équipes enseignantes. Et j'ai voulu que le cadre ne soit pas rigide. Donc, c'est un cadre hyper large parce que finalement, c'est de permettre de répondre au mieux aux besoins des territoires. Finalement, les équipes pédagogiques, pour mener des projets, ils ont besoin un minimum d'argent. Donc, j'étudie les projets pour voir quand même s'ils tiennent la route. Mais l'objectif, ce n'est pas de fixer un cadre, ce n'est pas de créer une usine à gaz, quoi.
c'est de permettre finalement de laisser justement cette liberté pédagogique aux enseignants, qui mieux que les enseignants savent finalement ce qui doit être fait sur leur territoire. Et on a aussi, dans le cadre du plan Nouvelle Chance pour les jeunes décrocheurs, hein, qui a été adopté par la région Pays de la Loire en 2017, donc la région qui a fait le choix de soutenir le développement d'un réseau d'écoles de production comme une offre alternative de formation. Alors, les écoles de production, je n'ai pas envie de rentrer. Un modèle lyonnais. Voilà, mais je l'ai dit en plus, je le dis, c'est un modèle lyonnais donc du 19e siècle, tout à fait. Donc, c'est des écoles entreprises, hein, tout ce qui est produit par les élèves donc, est vendu donc, à des entreprises, mais je ne vais pas le développer, vous connaissez. Et elle est destinée à des jeunes qui ne veulent plus retourner dans le système de l'éducation nationale classique. Aujourd'hui, donc, les Pays de la Loire, on compte 7 écoles, hein, 187 élèves et 18 groupes classes. Alors, j'avoue qu'à titre personnel, en tant qu'enseignant dans l'éducation nationale, j'étais un petit peu réservé finalement par rapport à ces écoles de production. J'avais un peu l'image d'écoles privées hors de tout contrôle de l'État. Et donc, je suis allé voir sur place, j'ai invité à en voir plusieurs. Je suis même allé en voir dans la région lyonnaise pour voir un peu ce qui se passait. Et finalement, j'ai rencontré des jeunes, ce n'était pas la peine. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus entendre parler du système de l'éducation nationale. Alors, soit on peut rester finalement dans sa position dogmatique et pas vouloir le développement de ces écoles de production, ou à un moment donné, on fait le constat, on est pragmatique et on se dit, ben voilà, là, il y a une autre forme d'enseignement. Et on essaie de le développer finalement sur le territoire. Et finalement, ça, c'est pareil, ce n'est pas valable que pour le décrochage. Je pense qu'il faut innover, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu et il faut tester, même si ça ne marche pas. Parce que derrière, parfois, nos interrogations, c'est l'avenir, là en l'occurrence pour le décrochage, c'est l'avenir des jeunes qui se jouent. Et eux, ils n'en ont rien à faire de savoir si ça dépend de l'éducation nationale ou pas de l'éducation nationale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une main tendue. Autre facteur aggravant du décrochage lors de cette période particulière, c'est la fracture numérique. Alors que ça soit au niveau des équipements, mais aussi au niveau des débits. Là, par exemple, ma crainte, là, depuis que je vous parle, c'est que mon image se coupe parce que moi, je n'ai pas la fibre. Et voilà. Et ça, c'est quand même un problème. C'est que c'est bien gentil de vouloir faire de la pédagogie à distance, mais il faut quand même… Vous pouvez avoir un super ordinateur, mais si derrière le débit ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et on parlait tout à l'heure de l'économie, aller faire venir des entreprises aujourd'hui, là, si Internet ne fonctionne pas du tout, c'est quand même un petit peu chaud quand même dans certains cas. Alors en complément donc de notre mobilisation, de notre politique numérique au niveau de la région, donc on a autorisé le prêt de matériel informatique aux publics les plus fragilisés durant la période de confinement. Donc on a fait à peu près 480 prêts. Donc c'est les établissements scolaires publics qui l'ont fait. Et là, j'ai voulu que pour cette rentrée, on élargisse aux établissements privés. Parce qu'il y a aussi des décrocheurs dans les établissements privés, même si on a plus de mal finalement pour avoir les chiffres. Et là, c'est pareil, les jeunes qui soient dans le public ou dans le privé, ils sont décrocheurs. La collectivité, elle est là pour répondre finalement à leurs besoins. Et donc, du coup, on a fait l'acquisition de 1000 PC portables pour les prêter justement à ces élèves s'ils en ont besoin, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Alors, les bénéficiaires ciblés, donc, ils vont être ciblés par les établissements scolaires et les territoires, les établissements dans lesquels le taux de décrochage sont les plus importants sont prioritairement ciblés. Par exemple, la Vendée. On parle souvent de la Vendée comme quoi c'est le plein emploi. Moi, j'habite dans le sud Vendée. Mais dans le sud Vendée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le nombre de décrocheurs, il est beaucoup plus important que sur le reste de la région. Vous avez aussi le Saumurois. Donc, c'est pareil. Parfois, on a des représentations qui ne correspondent pas finalement tout à fait aux réalités territoriales. Donc, au final, à travers ces quelques minutes, j'essaie de vous présenter vraiment mes quelques points de la politique régionale des Pays de la Loire pour répondre aux enjeux concernant le décrochage scolaire, donc qui est là, pour moi, l'une des premières étapes de la fracture sociale arrivée à l'âge adulte si rien n'est fait. Et juste par rapport à ça, finalement, j'ai fait de la politique après 2002, c'est la première fois que je votais aux élections présidentielles. Ma plus grande frustration après celle de 2002, c'est 1995. J'ai assisté à cette campagne des élections présidentielles où on nous a rabâché la question de la fracture sociale. Et si Jacques Chirac a été élu, c'est quand même en grosse partie grâce à Philippe Séguin. Et au final, il ne l'a pas pris comme Premier ministre. Donc, la politique, la parole, oui, suivi des actes, c'est mieux. Je vous remercie.
Merci à toi, Philippe, et encore merci d'être là. Et ça me fait plaisir de pouvoir aussi profiter de ces temps-là pour voilà, nous permettre aussi de faire entendre de nouvelles voix qui comme ça, prennent compétences et savoir-faire dans notre mouvement. Et en tout cas, c'était un grand plaisir et c'était savoureux de t'entendre. Tu as dit, il faut savoir tester, expérimenter, ne pas avoir peur de l'échec. Et Pierre qui est toujours ici avec nous, moi j'ai envie de dire, il faut savoir apporter un peu l'esprit entrepreneurial en politique, parce que on se le dit beaucoup, j'ai été chef d'entreprise, moi-même créateur d'entreprise il y a quelques années. Un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui intègre l'échec, non pas comme un échec en soi, mais aussi un moyen de progresser. Et chaque échec est en fait d'apparence la construction de la victoire suivante. Et donc, je suis d'accord avec toi, en politique, il faut aussi qu'on sache apporter cet esprit entrepreneurial-là. Il faut savoir entreprendre des choses, dépasser des silos, renouveler, innover, ne pas rester toujours dans les mêmes schémas, parce que c'est comme ça, même si parfois on se plante, que l'on peut faire progresser le bien collectif. Tu as aussi beaucoup évoqué la nécessité de faire grandir nos têtes. Moi, et Siam le disait aussi tout à l'heure, j'ai une conviction et je suis adjoint à l'éducation dans ma ville, entre autres choses, à l'insertion, l'emploi, l'éducation, les universités. Et je suis un peu comme François Bayrou, j'aime bien rappeler cette phrase au sens de laquelle nous définissons comme démocrates, c'est au sens de l'organisation sociale qui vise à élever à son plus haut niveau la conscience et la responsabilité des citoyens. Et c'est pas pour rien si la politique éducative a toujours été un pilier de notre famille politique. Et je pense que dans la façon dont on peut porter un projet de réconciliation des aspirations territoriales, l'éducation, et tu l'as très bien illustré, doit être un des piliers. Tu as mentionné quelques éléments comme les écoles de production qui sont un outil aussi de ramener dans le champ scolaire, éducatif et de l'insertion des jeunes qui peuvent être en décrochage. Et je souscris à ton propos. Il faut aussi qu'on sache reconnaître la diversité des outils qui chacun vont correspondre à des profils différents. Et tu le disais tout à l'heure, il y a des situations différentes, il y a des profils de vie, des parcours de vie qui sont différents. Et un outil que peut être les écoles de production ne va pas forcément correspondre à un autre jeune. D'autres vont aller sur des écoles de la deuxième chance, d'autres vont aller sur l'EPID, qui est un cadre d'inspiration militaire pour ceux qui ne le connaissent pas, mais qui remet des jeunes dans une construction humaine et sociale qui leur permet de se re-rendre employables, parce que parfois les cassures de la vie les rendent inemployables. Il y a aussi une structure, un dispositif que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle les cursus d'IMA, qui sont en fait des cursus d'IMA, c'est pour initiation au métier de l'alternance, qui sur des publics plutôt troisième et seconde, qui se sont mis en situation de décrochage scolaire. On va leur permettre de faire plusieurs stages professionnels en alternance jusqu'à 3 semaines dans un cadre d'accompagnement scolaire. C'est ce qu'avant on appelait du pré-apprentissage, et qui permet, moi j'ai vu beaucoup de jeunes, en particulier dans les milieux ruraux et notamment dans les maisons familiales rurales, qui ont beaucoup développé cet outil-là des parcours d'IMA. Et j'ai beaucoup rencontré de jeunes comme ça qui reprenaient sens, qui comprenaient pourquoi il était important qu'ils progressent aussi sur les savoirs fondamentaux, sur les mathématiques, sur le français, sur la connaissance géographique, etc. Parce que dans l'initiation au métier de l'alternance, ils reprenaient conscience et soif du coup à ces savoirs fondamentaux. Et je pense que tout ça correspond parfois à des étapes de la vie ou à des publics différents. Mais ce cas des DIMA, je le dis, ça a été beaucoup développé, je disais, par les maisons familiales rurales et en lien avec les chambres d'agriculture et le ministère de l'Agriculture initialement. Mais on les utilise très peu d'ailleurs dans nos milieux urbains. Et moi, je suis en train d'essayer de travailler sur mon territoire à fédérer les acteurs dans mes quartiers populaires pour regarder si on ne peut pas faire venir aussi comme ça des classes de pré-apprentissage dites d'IMA dans nos quartiers populaires, parce que je pense que c'est un outil puissant que nous ne nous sommes pas suffisamment appropriés. Et je rejoins tout à fait ton propos sur la nécessité d'organiser de la transversalité, de réunir les acteurs sur les territoires qui parfois travaillent en silo. Moi, aujourd'hui, je fais un gros travail sur comment mettre autour de la table sur la question de l'orientation et de l'insertion les personnes de la mission locale, les personnes des écoles, et on a la compétence primaire au niveau des villes. Ça nous donne quoi? Ça nous donne par exemple un accès
aux parents d'élèves qui, quand on a essayé de les sensibiliser uniquement à la fin du collège ou au moment du lycée sur leur rôle dans l'orientation des enfants, eh bien parfois on arrive trop tard, ou on n'arrive pas à les avoir, et on a besoin de profiter aussi de ces moments-là pour les sensibiliser, les outiller sur ce qui sera plus tard un rôle qu'ils auront mécanique d'aide à leurs enfants dans leur orientation scolaire. Et mettre comme ça autour de la table des missions locales, notre association d'entreprises, des associations d'entreprises de Bron qui ont des ressources pour expliquer les métiers, mettre nos autres acteurs de l'insertion, de l'orientation, notre régie de quartier, etc., autour de la table dans cette belle mission collective, eh bien, c'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout, et il faut perturber un peu les habitudes pour dépasser ces silos et investir cette mission cruciale qui est celle de l'orientation et de l'insertion et de l'accompagnement dans le parcours individuel du jeune. Je vous remercie pour cette table sociale. Je disais, j'excuse Salomé Berliou. Donc Salomé, toujours dans cette idée qu'on puisse s'ouvrir à des personnes qui enrichissent notre pensée collective. Elle n'est pas modem, c'est une écrivaine, enfin une essayiste qui est directrice d'une association Chemin d'Avenir qui travaille sur à faire prendre conscience les acteurs politiques et publics des barrières rencontrées par les jeunes issus des milieux ruraux, des plafonds de verre qu'ils peuvent ressentir justement dans l'accès à certains cursus, du rôle de la mobilité, de la culture. Et j'aurais été ravi qu'elle puisse nous entendre. Elle a publié il y a 2 ans un ouvrage que je vous recommande qui s'appelait La République les Invisibles, pardonnez-moi, de la République. Et elle vient de republier là, il y a une dizaine de jours un nouvel ouvrage sur comment les milieux ruraux ont ressenti de façon particulière la période du confinement, et qu'elle s'oppose un peu à l'idée que le confinement était heureux à la campagne, comme parfois on a pu l'entendre. Non, pour les milieux ruraux, il n'était pas si heureux que cela, et je vous encourage en tout cas à lire ce livre, et j'espère, et on la réinvitera sur une autre séquence. Elle s'excuse encore une fois, elle a eu des problèmes d'ordre familiaux et personnels urgents ce matin, mais on aura l'occasion de la réentendre avec grand plaisir, et je vous encourage à lire en tout cas ces 2 ouvrages. Et d'ailleurs, Philippe, je te le dis, je dois passer un message quand même. Elle serait ravie d'échanger avec toi sur les problématiques de décrochage scolaire, parce qu'elle était très intéressée à pouvoir avoir cet échange avec toi. Du coup, je vais m'en profiter, là, je vais être obligé de m'éclipser. Je serais ravi aussi d'échanger avec Siam là, sur les questions là, qu'on a abordées de laïcité, parce que je pense qu'on a abordé cette question de manière assez rapide, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Je partage totalement. Il faudrait qu'en plus, comme l'a dit François-Xavier, le mouvement démocrate, avec la parole de François Bayrou, je crois qu'on a un rôle à jouer très, très important. Donc, s'il faut qu'on y travaille dessus, moi, je serais aussi ravie de pouvoir en parler, qu'on puisse croiser nos idées, et qu'on puisse peut-être être force de proposition sur ce que doit être l'école demain. Ok, et merci. En tout cas, merci encore pour cette belle matinée, et bonne journée à tous.